un grand merci pour votre présence et votre ponctualité d'ailleurs. Merci surtout à Catherine d'animer cette visio-rencontre. Moi, je suis Sylvie Daré, je suis la responsable des éditions Qui plus est. Les éditions Qui plus est organisent des visio-rencontres avec les auteurs qui veulent bien donner de leur temps assez régulièrement. Et ce matin, c'est le tour de Catherine autour des CIP. Encore une fois, vous avez le choix ou pas d'allumer votre caméra, mais sachez que vous allez travailler les uns avec les autres en sous-groupe à un moment donné, donc c'est peut-être plus convivial si vous pouvez vous voir. Cette visio va être enregistrée, donc vous êtes enregistré, donc c'est peut-être pour ça que certains ne voudront pas allumer votre caméra. À la fin de la visio, on est évidemment disponible pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi poser des questions par le chat. Et puis vous pourrez, moi vous avez mon mail puisque je vous ai envoyé le lien par mail et on assurera la réponse aux questions après, hein, s'il y a des questions qui viennent plus tardivement. Voilà, Catherine, je te laisse la parole et merci beaucoup en tous les cas. Alors bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Voilà, donc je vois que le monde des CIP, ça pose beaucoup de questions. Donc, je vous propose, on va regarder un PowerPoint et je vais vous présenter tout ce qu'il y a dans le livre, enfin au moins une synthèse, hein, évidemment, des informations que vous pourrez trouver. Donc, la technique étant ce qu'elle est, je vais partager. Hop. Là. Je vais partager l'écran. Voilà, donc le fameux livre du monde des CIP. Alors, la première chose que je souhaiterais dire, c'est que j'ai commencé à écrire ce livre au début parce que moi-même, j'ai cherché pas mal d'informations et il m'a fallu aller en chercher dans tous les coins et il n'y avait rien qui réunissait. Il n'y avait pas un ouvrage qui réunissait un peu ce métier du CIP. Alors, il en existe d'autres, hein, malgré tout, mais j'avais des questions pragmatiques et je me suis très vite aperçue qu'effectivement, CIP, ça recouvre beaucoup de structures, donc beaucoup de façons de faire. Et à partir de là, j'ai essayé de réunir tout un tas d'informations, alors qui peuvent être complétées, évidemment. Je ne suis pas là en grand yaka, faucon, je sais tout. Hein. Bien au contraire, j'ai essayé de créer une base. Sur cette base, on peut être d'accord ou pas, c'est pas un souci. Mais j'ai essayé de voir un petit peu tout ce qui pouvait se faire. Je me suis évidemment appuyée du REAC, puisque c'est quand même la formation qui est donnée pour les futurs CIP. Et à partir de là, j'ai essayé de construire toutes ces parties et d'essayer, je dis bien essayer, et on peut compléter. Et moi, je suis tout à fait pour que l'on continue à avancer dans cette démarche. Mais il fallait bien poser la première pierre. Donc, j'ai posé cette pierre qui est vraiment un livre plutôt pragmatique, où vous trouverez pas mal d'informations, de fiches, etc., pour voir ce qu'il en est. Alors, ça, c'est le point initial. Et puis, pas de faire quelque chose de trop compliqué aussi, hein, qui soit accessible facilement à tout le monde. Donc, une des grandes qualités du CIP, c'est la bienveillance, puisque c'est important par rapport au public qui est reçu. Donc, effectivement, en préambule, c'est vraiment une présentation avec bienveillance, partage de toutes ces informations qui peuvent être, je redis, complétées et sur lesquelles on peut être d'accord ou pas, d'ailleurs, ça ne pose pas de problème. Donc, on va commencer par les nombreuses compétences d'un CIP, parce que ce n'est franchement pas un métier facile. Donc, quand on regarde le CIP qui est vraiment un spécialiste de l'insertion professionnelle, on a d'abord le fait qu'il travaille, certes, seul face à face avec son bénéficiaire, mais avec tous les partenaires. Il travaille en équipe, parce qu'en général, il y a quelques CIP indépendants, mais on travaille aussi en équipe. Et donc, c'est extrêmement important de voir que dans ses qualités, c'est aussi son réseau qu'il va se faire. Il connaît les aides et mesures pour l'emploi. Alors, ces aides et mesures, effectivement, ne sont pas les mêmes sur tout le territoire, puisqu'il y en a des spécifiques selon les régions qui sont adaptées au contexte. Il connaît le monde de l'insertion par l'activité économique, évidemment. Il sait mener alors tous les entretiens. Ces entretiens, on pourrait mettre plein d'aides derrière, mais il sait faire un diagnostic. Alors l'entretien, ça s'appelle l'entretien d'accueil, ça s'appelle l'entretien diagnostic. Ça va porter des noms différents
selon les structures, puisque effectivement, ce n'est pas la même chose d'exercer je sais pas, en ACI et d'exercer à la mission locale. Donc, il y a des spécificités qui sont à prendre en compte par rapport à sa structure et son public. Il s'est informé, aidé et orienté. Il s'est accompagné et créé une alliance de travail, ce qui n'est pas des plus simples. Et ça, c'est extrêmement important. Il sait aussi concevoir et animer des ateliers. Donc ça, c'est une spécificité à part entière. Il sait aussi faire les traitements administratifs, les écrits professionnels. Bref, et il sait intégrer les personnes dans un nouveau contexte professionnel et aider le bénéficiaire à les maintenir dans l'environnement professionnel. Donc, le CIP, c'est vraiment une liste de l'insertion professionnelle. Et quand on revient sur la première partie, c'est-à-dire les partenaires, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est-à-dire que lui, il est spécialisé sur l'insertion professionnelle. Or, souvent, le public qu'il reçoit a de multiples difficultés. Il ne peut pas parler d'addictologie, c'est un addictologue. Il ne peut pas avoir, s'il y a des problèmes au niveau économique, il peut renvoyer sur une assistante sociale, il va pouvoir aider sur certains points, mais lui, son cœur de métier, c'est vraiment et uniquement l'insertion professionnelle. Donc, et on voit qu'il y a beaucoup, donc dans ces compétences transversales, le premier point, je crois que c'est vraiment la bienveillance, puisque quand on travaille avec un public qui est en difficulté, être bienveillant, c'est vraiment l'aspect le plus important. La patience, ça fait partie du métier. L'écoute active, donc selon Rogers, vraiment avec empathie, congruence. Une éthique professionnelle, évidemment. La déontologie, alors il n'y a pas vraiment une déontologie définie, mais il y a vraiment des principes qui sont donnés. La confidentialité, non pas le secret professionnel, c'est vraiment puisqu'on partage avec les partenaires, il y a cette différence, cette nuance. Et puis la reformulation positive, puisque parfois les gens se voient perdus, etc., et ont tendance à parler négativement d'eux-mêmes, alors qu'ils ont vraiment tous des compétences et il y a moyen de justement faire renaître ces compétences. Le respect d'autrui et le non-jugement, on prend la personne dans sa globalité. Il est capable de motiver et voire remotiver. Il sait donner du sens aux actions, aux choses. Il s'est informé sur le monde de l'insertion et sur les services dématérialisés, répondre aux demandes du public, mener des réunions d'information collective, exposer alors les services de sa structure, puisque vraiment chaque structure va avoir des services différents, va offrir des possibilités différentes qui sont en lien à la fois avec sa zone géographique et à la fois avec ce que fait sa structure. Il sait mettre en relation des partenaires internes ou externes, il sait gérer la communication et écrite et orale, et il a les connaissances du territoire et de tous les acteurs locaux. Il connaît les métiers en tension dans sa zone, etc. Effectivement, on voit tout de suite que ce n'est pas un métier simple et ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de compétences et beaucoup de préparation. Donc, justement, les publics sont très différents les uns des autres, ils peuvent être accueillis. Et on sait que travailler, alors on peut être CIP indépendant, on peut travailler dans des chantiers d'insertion, on peut travailler à Pôle emploi, et on peut travailler en mission locale, j'en oublie, il y a tellement de possibilités. Et à chaque fois, on voit que le système est organisé différemment. Donc ça, c'est vraiment c'est un point essentiel parce que moi, je vois les stagiaires ou les CIP que je connais, selon les structures dans lesquelles ils travaillent. Oui, mais nous, on fait comme ci, oui, mais nous, on fait comme ça, certes. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est de regrouper un ensemble. Et il y a quand même, de façon transversale, des actions qui sont menées. Et c'est ce que j'ai essayé de présenter dans ce livre au travers des différents chapitres. Donc, sur le chemin de l'insertion, on va avoir la première rencontre avec le bénéficiaire qui va être l'entretien d'accueil, mais on peut le nommer différemment, où on va établir le bilan de la personne. On va établir, grâce à des fiches que l'on retrouve dans le bouquin que j'ai proposé, on peut les modifier, un petit peu le parcours, les atouts, les freins de la personne. Et si nécessaire, on va proposer un accompagnement. Donc, quand on commence à proposer cet accompagnement, il y a obligatoirement une co-construction
qui va se faire, puisque celui qui reste maître de son parcours, c'est évidemment le bénéficiaire. On peut pas faire autrement. C'est sa vie à lui. On va l'aider, on va l'orienter, on va lui donner des outils, mais on va construire ce parcours progressivement avec lui et uniquement avec lui. Puis après, on va mettre en place toutes les étapes hein, dans le plan d'action prévisionnel avec un planning, avec une contractualisation, où il va avoir certaines actions qui vont pouvoir l'aider à avancer. Donc, aussi bien ses recherches, des stages, des ateliers, etc. On le verra un tout petit peu en détail. Et puis après, eh bien, on espère malgré tout une sortie positive. Donc, ou bien en formation ou bien en insertion professionnelle. Et à ce moment-là, on va l'aider à s'insérer professionnellement et en tout cas à suivre sa formation si c'est le cas. Alors, l'entretien d'accueil, c'est effectivement analyser la demande des personnes et poser les bases d'un diagnostic partagé. Pour qu'il soit partagé, il faut qu'il soit validé, reformulé par le CIP, puisqu'il faut être sûr que, ma foi, on présente bien on entend bien la même chose, on parle bien de la même chose. Donc, une fois que c'est validé par le bénéficiaire, ce diagnostic est réellement partagé. Et là, on va commencer à établir une alliance de travail avec le bénéficiaire pour pouvoir bien avancer et être sûr de tout ce que l'on met en place et que les deux parties il y a là une faisabilité et que le bénéficiaire est d'accord pour faire cela. Pour cela, il y a aussi le respect et la communication. Donc, il y a un protocole de communication qu'on retrouve aussi dans le livre plus en détail. Et après, il y a l'accompagnement. Alors, évidemment, tous les bénéficiaires ne sont pas obligatoirement accompagnés, mais pour un CIP, c'est souvent le cas, puisque c'est un peu le cœur de son métier. Donc, pour lui, il va faire une co-construction du parcours avec tout un processus prévisionnel d'insertion, parce que, ma foi, les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Il va l'aider à élaborer son projet professionnel, puisque certains viennent avec une idée de projet ou un projet plus ou moins construit, et d'autres viennent sans vraiment beaucoup d'idées. Donc là, on va voir comment on peut faire pour faire émerger un projet professionnel faisable, réalisable. Et on va donner une définition des objectifs, des étapes, à toutes ces ressources, des freins, tous leurs problèmes. Et on va essayer de créer un plan d'action avec son planning prévisionnel. Et évidemment, tout ça, puisqu'il faut qu'il y ait une traçabilité dans le métier de CIP, c'est important pour suivre tout le monde, à la fois d'un côté, parfois pour vérifier ce que fait le CIP, mais aussi, surtout, je dirais, il faut le dire aussi, hein, mais aussi, surtout, pour aider le bénéficiaire et pouvoir le suivre, parce que parfois, il va avoir plusieurs interlocuteurs et avoir une traçabilité de tout ce qui a été fait et mis en œuvre, c'est extrêmement important. Et l'engagement qui est donné se fait par la contractualisation. Alors, élaborer et accompagner au projet, ça veut dire lister les expériences professionnelles de la personne, lister les expériences personnelles, parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans un contexte professionnel qu'on n'a pas des compétences. Et ces compétences, elles peuvent être transversales et bouger. C'est déduire de toutes ces compétences acquises les savoirs, savoir-faire, savoir-être. C'est aussi faire le bilan, parce qu'il faut à un moment faire le bilan de toutes ces compétences en fonction de leur degré de maîtrise, hein, puisque on peut dire oui, je sais utiliser l'informatique, mais il y a des degrés de différence et il va falloir à peu près situer des personnes. C'est aussi hiérarchiser ses compétences et pour voir si les pistes professionnelles qu'on a sont en accord. Et évidemment, c'est identifier la marge de progression par rapport au projet et par rapport à la situation de la personne. Bon, donc pour ça, on va essayer de trouver comment améliorer ses compétences et éventuellement choisir, construire, rebouger cette stratégie. Donc, tout ça, évidemment, c'est développé. Hein. Là, je vous donne une vision très synthétique, hein, mais c'est développé dans le livre. Et heureusement, fort heureusement, pour le CIP, il existe certains outils, puisque, par exemple, s'il rencontre un bénéficiaire qui n'a pas de projet professionnel, donc il va pouvoir explorer avec lui qui il est pour qu'il puisse vraiment faire le tour de sa personnalité. Il va pouvoir explorer ses appétences professionnelles. Il va pouvoir aider le bénéficiaire à se projeter
dans une situation professionnelle et puis il va étudier la faisabilité du projet. Et dans les outils qu'il peut avoir, alors il y a l'ADVP, l'activation du développement vocationnel personnel, je ne le développerai pas là, mais vous avez des ouvrages et j'en parle dans le livre. Il y a le trèfle chanceux, il y a évidemment toutes les techniques de recherche d'emploi. Alors, je ne les ai pas développées dans le livre, puisque je considère qu'il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. Il y a aussi beaucoup de sites, et vous êtes souvent beaucoup plus doués que moi, voilà. Donc, je vous laisse la main sur cette partie-là, puisque ça fait souvent partie de tout ce que vous faites très, très bien. Il y a tous les outils que la structure où vous travaillez va vous proposer, puisqu'il y a des structures qui sont parfaitement équipées de tests sur lesquels vous pouvez être formé, etc. Et que je n'ai pas pu tous développer, bien évidemment. Je les cite, j'en parle, mais pas plus. Il y a aussi tous les outils pour les personnes en situation de handicap, puisque c'est un petit peu oublié du système. Et je pense que c'est important, donc j'en parle aussi dans le livre, pour qu'on voit comment aider les personnes en situation de handicap à accepter parfois leur handicap et puis aussi à retrouver une nouvelle voie professionnelle, ce qui est important. Évidemment, il y a l'enquête métier, l'incontournable enquête métier pour vérifier l'adéquation entre le projet et ce qui en est, qu'on ne travaille pas sur une représentation d'un métier, mais vraiment sur ce qu'il en est du métier. Puis parfois, une enquête métier, ça permet de voir qu'on peut avoir envie de travailler dans tel métier, mais dans tel type de structure et pas dans une autre. Donc ça, c'est une chose. Et puis pour confirmer, évidemment, la PMSNP, la mise en situation professionnelle, qui permet, elle, de vraiment s'impliquer pendant un certain temps, de se tester pour voir si c'est ce que l'on souhaite réellement faire. Alors, moi, j'aime bien ces deux petits schémas. Et je pense que c'est vraiment important pour un conseiller en insertion professionnelle, je le développe un peu plus, de regarder ces deux petits schémas. Alors moi, je rêverais, comme tout le monde, de vivre dans le monde en théorie, où on classe les choses, on les positionne et tout roule. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait la même chose. Dans la vraie vie, il y a des aléas, il y a des trucs qui vont pas. On se dit, je vais faire ça, je vais faire ci, et ça marche pas. Et on revient en arrière et on fait des boucles pour finalement y arriver, mais ça met plus de temps que prévu. Donc, je crois que c'est important puisque à chaque fois qu'on rencontre un bénéficiaire, on va caler certaines choses, on va mettre un plan d'action, on va tout faire. Et puis, malgré les objectifs, la stratégie, le plan d'action, les ressources, le calendrier prévisionnel, les choses qui ne vont pas et qui ne se passent pas comme on veut. Et ça fait partie intégrante du métier. Et je le souligne parce que c'est vraiment important de se dire que, ma foi, on n'a pas, on ne roule pas et on ne peut pas donner une clé qui permettrait de dire je vais être CIP et ça sera parfait, je vais tout faire parfaitement. C'est la multitude des outils qui va permettre d'avancer. Alors, les étapes possibles, je dis bien possibles, parce que selon les structures, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc, il y a un accompagnement avec un nombre d'entretiens extrêmement variable. Donc, en premier, il y a ce fameux entretien d'accueil. Et puis après, il va y avoir le premier entretien de suivi dans l'accompagnement. Et dans cet entretien de suivi, c'est là où on va définir le plan d'action qui est co-construit, encore une fois, avec le bénéficiaire. On va également co-construire le planning, puisqu'on n'a pas tous les mêmes obligations à la maison, on n'a pas tous la même disponibilité, et on va contractualiser cette organisation prévisionnelle qui va nous mener à avoir plusieurs entretiens de suivi derrière pour vérifier la progression entre ce qui avait été prévu dans le plan d'action, réajuster si besoin, et après, on va finir, une fois que tout est à peu près mis en place, par un entretien de bilan pour voir effectivement, en espérant une sortie positive, hein, c'est le but, hein, une fois de plus, l'insertion professionnelle ou trouver une voie de formation pour donner les moyens de s'insérer derrière. Et donc là, on va faire le bilan entre l'entretien d'accueil et l'entretien de bilan. Les relations avec les entreprises. Alors ça, c'est une partie importante aussi, puisque effectivement, c'est l'insertion professionnelle. Donc, qui dit insertion professionnelle, dit contact avec les entreprises et lien avec les employeurs. Alors, au début, on peut se poser la question de comment ça se passe. Mais pour ça, vous êtes tous parfaitement au point, parfaitement formés pour déployer dans une démarche projet des actions de prospection avec les employeurs du territoire pour favoriser l'insertion professionnelle. Donc, pour ça, on a
la connaissance de l'offre de service de sa structure. Et j'insiste sur sa structure puisque chaque structure ne va pas avoir ni le même public, ni les mêmes offres de service. Donc, une fois qu'on a ça, vous avez la connaissance du secteur d'activité. Vous connaissez les données socio-économiques de votre secteur d'activité. Vous connaissez les métiers en tension. Vous savez à peu près où les choses peuvent se situer, comment vous avez des partenaires, comment entrer en formation, etc. Et vous connaissez votre zone géographique avec ses spécificités. Donc, à partir de là, vous avez l'ensemble de ces connaissances qui va vous permettre, avec les contrats de travail de l'IAE que vous connaissez, qui sont applicables, donc j'en définis un certain nombre dans le livre, et les connaissances de l'organisation d'une campagne de recrutement, puisque par exemple, à la mission locale, ils passent parfois des actions sur CV, ils font parfois des mises en situation, donc ils connaissent le processus du recrutement, comme tout CIP, hein. Donc ça, c'est aussi des atouts. Et ils ont la capacité d'analyse des besoins, alors l'analyse des besoins des entreprises. C'est-à-dire que contacter des entreprises, vous avez un grand nombre d'entreprises, et surtout les petites. Je ne parle pas des multinationales ou des énormes structures. Je parle de petites entreprises qui est quand même le cœur de l'économie. Et souvent, ils souhaiteraient embaucher. Alors, ils ne le font pas pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils n'ont pas la connaissance justement d'une campagne de recrutement, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de l'IAE. Alors là, c'est waouh, c'est quoi ce truc? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de savoir comment administrativement ils pourraient s'y prendre. Et là, c'est vous justement qui allez leur proposer un accompagnement. Alors, vous ne faites pas les tâches administratives, hein, vous ne faites pas la déclaration préalable à l'embauche, ça c'est l'entreprise, c'est leur comptable, c'est eux qui gèrent. Mais vous pouvez leur dire comment faire et comment avancer et comment procéder. Et vous connaissez aussi vos bénéficiaires, vous connaissez leurs atouts et ça, c'est un point important. Donc, il y a tout un protocole que j'explique pour contacter les entreprises, pour pouvoir expliquer comment on peut faire, par quels moyens, etc., qui sont développés dans le livre. Et puis, la dernière partie, évidemment, enfin, pas des moindres, c'est une fois qu'on a tout réussi, la personne va enfin rentrer on va enfin travailler, mais il va falloir s'assurer qu'elle ne revienne pas au début de la boucle. Donc, il va falloir faciliter son insertion et son maintien dans l'emploi. Ça, c'est une partie aussi extrêmement importante. Et je dirais que pour une intégration gagnante, pour réussir cette partie-là, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est le fait de communiquer déjà dans l'entreprise sur le fait qu'il va y avoir un nouveau. Ça vous est peut-être arrivé de commencer un travail et d'arriver et personne ne sait que vous arriviez et vous ne savez pas où aller. C'est juste l'enfer. On ne sait plus où aller. Et quand on a en plus des bénéficiaires qui ne sont pas particulièrement à l'aise, pour qui le retour à l'emploi est difficile parfois, s'ils se trouvent dans une situation comme ça, ils n'ont qu'une envie, c'est de fuir. Donc, il faut préparer leur intégration, préparer leur arrivée, qu'au moment où ils arrivent, ils puissent vraiment être informés sur les horaires, sur la possibilité de parking, sur la ligne de bus, sur le badge s'il faut un badge, sur toutes ces choses-là qui vont lui permettre de s'intégrer à l'entreprise. Il faut également préparer le matériel. Si par exemple c'est une personne qui s'occupe d'espaces verts, s'assurer qu'il a bien sa tenue, qu'il a bien les outils nécessaires, qu'il a bien tout ce qu'il lui faut à sa disposition. Si c'est une personne qui travaille dans un bureau, qui est bien un bureau proprement dit, et ce qu'il faut, le matériel nécessaire, on lui montre comment ça fonctionne pour la première fois, qu'il y a un accompagnement à cette insertion, à cette intégration. Et puis définir aussi qui est qui. C'est-à-dire que dans une entreprise, il y a souvent, même si c'est une petite entreprise, plusieurs personnes. Donc, qui est qui fait quoi, et puis qui est son référent s'il a des questions à poser. Donc, je développe aussi tout ça hein, dans le livre beaucoup plus en détail, mais c'est extrêmement important de préparer cette intégration si on veut que le maintien dans le poste de travail se fasse. Et donc, il va falloir, une fois que la personne est intégrée, pouvoir s'assurer de son maintien. Il ne faut pas qu'une semaine après, ils partent en courant et qu'ils ne reviennent plus se présenter parce qu'il y a eu un problème. Donc, pour ça, on va garder le contact avec l'entreprise, garder le contact
avec le bénéficiaire. Alors, ça peut être par des simples appels téléphoniques, des mails, des questionnaires, tout ce qui peut être dans nos moyens. Et évidemment, s'il y a le moindre souci, essayer de remédier immédiatement à ce problème pour essayer d'en trouver la cause et d'arranger la chose pour que la personne ne quitte pas son poste de travail immédiatement. Alors ça, c'est un petit peu, je dirais, la grosse partie accueil, accompagnement, insertion. Il y a une autre partie, c'est les ateliers. Et créer un atelier, ben, ce n'est pas si simple que ça. Il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des techniques. On ne peut pas créer un atelier comme ça. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Donc, le CIP doit concevoir et animer des ateliers. Mais ce n'est pas n'importe quel atelier. Il ne va pas faire une animation sur pourquoi les poissons rouges tournent dans un bocal. Il va avoir vraiment des outils et des besoins. Donc, pour ça, la première chose qu'il va faire, c'est de repérer les besoins. Alors, il va rencontrer certains bénéficiaires et il va trouver au niveau de ces bénéficiaires des problèmes qui sont récurrents. Il peut avoir aussi une demande de la hiérarchie ou d'un collègue, mais en tout cas, ça part toujours d'un besoin. On ne crée pas un atelier pour créer un atelier. Il n'y a rien de pire que d'être convoqué à un atelier et de se dire que franchement, on n'a rien à y faire et on n'est pas concerné. Donc, si on veut faire un atelier qui soit efficace et qui apporte réellement quelque chose aux bénéficiaires, il faut arrêter de convoquer tous les bénéficiaires à tous les ateliers pour rien. C'est de faire un atelier qui réponde à un vrai besoin. Donc, on repère ses besoins. Après, on va définir un objectif et des sous-objectifs. Pareil, c'est expliqué, il y a même des fiches que vous pouvez télécharger après. Quand on définit un objectif, on ne définit pas un objectif comme ça, tiens, je vais faire ça. On va définir un objectif et pour ça, il y a une formulation avec, à la fin de l'atelier, le bénéficiaire sera capable de, plus un verbe d'action, c'est généralement Bloom qui nous les a gracieusement tous triés, ces verbes d'action, parce qu'ils permettent d'être tous mesurables. Ce qui est intéressant, c'est de voir si au début de l'atelier, il y avait un certain niveau de connaissance, et à la fin, il y en a un autre. Et l'idéal, c'est évidemment qu'il y ait une progression de cette connaissance. Alors, elle peut être minime, mais elle est importante. Donc, on va définir ces objectifs et ces sous-objectifs avec une technique bien particulière. On va penser aussi à élaborer un script, parce que définir un objectif, c'est bien, définir les sous-objectifs, c'est très, très bien. Mais ce qui est difficile au début, c'est d'imaginer la durée, le temps nécessaire que cela va prendre pour amener les compétences nécessaires. Donc, on va créer son script, on va définir la durée de l'atelier, les méthodes, les outils, tout ce qu'on va y mettre dedans. Comme ça sera transférable éventuellement aux collègues qui pourront également mener cet atelier. Et puis, on va créer tous nos outils adaptés à notre public. Il est évident que si on est face à des personnes en situation d'illettrisme, on ne va pas faire un PowerPoint avec plein d'écritures. On va se servir du photolangage, on va faire d'autres choses pour que ça corresponde à notre public et à leurs besoins. Et puis, on va penser à l'évaluation. Donc, on peut avoir une évaluation au début, une évaluation un peu diagnostique des connaissances qu'on souhaite apporter dans cet atelier. Et puis, on en fera une à la fin pour comparer un peu justement s'ils ont bien compris le message qu'on souhaitait transmettre. Et on va avoir aussi une petite évaluation à chaud, histoire de savoir ce qu'on doit changer dans notre façon de faire quand on en sera à l'analyse de notre pratique. C'est un outil qui va nous aider aussi à réfléchir sur ce qu'on pourrait améliorer. Il est important de toujours se remettre en question, de voir ce qu'on peut faire de mieux et comment le faire. Et rien de tel que les participants pour le faire. Et puis après, évidemment, la dernière partie, c'est de penser à programmer tout ça avec des convocations, avec un plan, la ligne de bus, la façon d'y accéder, vérifier la salle, le matériel à notre disposition, les moyens humains, enfin tout ce qu'il en est, qui aura déjà été validé auparavant, évidemment, avec sa hiérarchie pour s'assurer que tout est bien clair et tout est bien calé. Donc tout ça, c'est également développé. Et je reviendrai un petit peu sur ces objectifs parce que c'est important. Pour qu'un objectif soit valable, il doit être SMART. Alors, c'est une méthode comme une autre, il y en a sûrement d'autres, mais je donne celle-là pour l'instant. Donc, SMART, ça veut dire que votre objectif, il doit bien être spécifique, il doit bien être
mesurables, hein. Il est possible de mesurer les progrès, il est possible de les contrôler, de les évaluer. Il doit être atteignable, il doit être réalisable et il doit surtout être temporel, hein, avec vraiment une inscription dans une période de temps définie. Donc ça, c'est une façon, quand on crée nos objectifs et nos sous-objectifs, de vérifier qu'on est exactement dans la bonne méthode. Après, vous avez d'autres méthodes, très très bien. Moi, je suis prête à les partager et à apprendre, etc. Mais ça permet malgré tout de vérifier de façon claire et facile tous ces objectifs. Après, il y a la partie animation. Alors, l'animation, elle peut se faire en présentiel ou en distanciel. Elle peut se faire, alors également, j'aborde aussi dans le livre un accompagnement en distanciel, puisque depuis le Covid, ça a pris, euh, ça a pris l'ampleur, le distanciel, le numérique, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. La preuve, hein, aujourd'hui, on se retrouve tous en distanciel. Et je crois que c'est effectivement un moyen parfois, quand les personnes ne sont pas en situation d'électronisme, ça dépend de son public, encore une fois. Tout le monde ne peut pas faire du distanciel, mais là, à ce moment-là, on peut animer, alors en synchrone ou en asynchrone, en blended, enfin ça, tout est possible. Donc, c'est aussi les différentes possibilités d'animation que j'expose dans le livre. Et puis, un des points importants pour le CIP, bah, c'est aussi de toujours s'améliorer. Tout le monde peut toujours s'améliorer. Et pour ça, la première chose, bah, effectivement, c'est l'analyse de sa pratique professionnelle, donc avec la séparation des faits, de ce que l'on ressent, de nos émotions, donc les sentiments, les émotions, les faits, on les sépare, on essaye de voir seul ou avec des pairs euh, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien. On n'est pas là pour s'auto-flageller, hein. On est là pour avancer, progresser et s'améliorer. Donc ça, c'est un point essentiel. Et puis, on est aussi là, un point important aussi pour toujours s'améliorer, c'est de mettre en place une veille informationnelle. Alors, il y a plusieurs méthodes, pareil, hein, je l'explique, pull, push, vous verrez si ça vous intéresse, pour se tenir informé parce que le monde de l'IAE, ça bouge et ça bouge beaucoup et très vite. Donc, de ne pas proposer quelque chose qui ne se fait plus ou qui a été modifié. Et c'est pour ça qu'il y a des fiches que l'on peut télécharger où on va faire des actualisations, puisque je n'ai pas de boule de cristal. Et il y a des choses qui vont bouger, c'est une évidence. Donc, il y a certains documents que vous pouvez télécharger en ayant acheté le livre pour pouvoir justement avoir une actualisation permanente. Il faut aussi inscrire ces actes professionnels dans une démarche de développement durable, le fameux RSE, aussi bien au niveau environnemental que sociétal. Enfin, je le développe également. Et s'appuyer sur son réseau, parce qu'on ne travaille pas seul, on travaille. L'esprit du bouquin, c'est de partager toutes les informations. Ce n'est pas de garder le savoir comme étant quelque chose de précieux, c'est au contraire de le partager et de le faire grandir. Le but, c'est ça, c'est d'arriver à ce que tout le monde puisse intervenir et apporter des éléments complémentaires. Et encore une fois, j'ai essayé de donner toutes les facettes, mais il en manque certainement et je suis toute ouverte à vos suggestions à ce niveau-là. Et c'est aussi travailler en équipe. Ça, c'est important. Tout ce que j'ai fait, ça n'aurait jamais pu être possible sans mon équipe et les CIP qui travaillent dans le centre et les bénéficiaires et les apprenants et les CIP qui sont actuellement en poste. Ça aurait été impossible. C'est vraiment cette vision multiple qui permet de travailler, qui permet aux CIP d'avancer également. Alors, on arrive un petit peu au terme de tout ce que vous pourrez trouver dans ce livre. Je vous ai indiqué mon mail en bas, contact@a-avenir.re. Donc, si vous avez des questions, alors vous pouvez passer par Sylvie, bien évidemment. Mais sinon, vous pouvez aussi me contacter si je peux répondre, puisque je ne peux peut-être pas répondre à tout non plus. Mais voilà, c'est une possibilité. Et un autre point maintenant, c'est vous qui allez travailler, c'est plus moi, c'est fini, ça y est, moi j'ai terminé, j'ai fait ma part. J'ai essayé de vous exposer ce qu'il y avait dans le livre. Alors évidemment, tout est beaucoup plus détaillé, etc., que là, on ne peut pas former un CIP en 40 minutes, c'est impossible, hein, donc j'essaye de passer en revue les choses et il y a d'autres éléments dedans. Donc là, je vais vous
je vous ai proposé une petite vidéo animée. Alors, je vous conseille, vous allez vous retrouver par groupe, vous allez travailler entre vous. Vous avez 20 minutes pour cela. Prenez des notes pendant la petite vidéo parce que ça va vous aider à résoudre ce cas extrêmement simple. Évidemment, je n'ai pas trouvé un cas hyper compliqué. J'ai fait quelque chose d'extrêmement simple, mais ça va permettre de réfléchir ensemble et de voir si on a des propositions différentes selon nos zones géographiques, selon nos connaissances, selon nos structures. C'est vraiment le but. Donc, essayez de désigner un rapporteur pour que ce soit lui qui expose. Comme on est nombreux, on ne peut pas parler à 90 personnes tous ensemble. Donc, il y a un rapporteur par groupe pour exposer les solutions que vous allez trouver. Et après, on essaiera d'écouter chaque rapporteur et j'essaierai, ma foi, de répondre à vos questions si je peux, encore une fois, j'espère. Et voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon Alors, moment. Et je excuse-moi, vais Catherine. vous... Oui, Excuse-moi, Catherine. Je crois qu'il y a Tatiana qui veut poser une question. Est-ce oui, que tu peux la... Voilà. Allez-y, oui. Tatiana. Votre son est coupé. Ouais, allez-y. Bonjour. Oui, c'était Bonjour. pour prévenir que je ne pourrais pas rester jusqu'à 12h30. Ok. D'accord, Pas de problème. pas de Merci, souci. Tatiana. Pas de souci. Merci. C'est pareil pour moi. Désolée. D'accord, pas de souci. Donc, moi, là, maintenant, je vous propose, donc je vais alors arrêter le partage, vous lancer la petite vidéo derrière ça, là. Donc, prenez bien des notes et regardez tout ça. C'est parti. Écoutez, moi, je vous écoute. C'est à vous. C'est vous qui avez la main maintenant. Si un rapporteur peut commencer à donner ses suggestions et puis après, on va partager. Vous pouvez échanger entre vous. Vous avez aussi des réponses, vous. Donc, n'hésitez pas. Allez-y, qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Je me propose. C'est Théo. Je ne sais pas si vous m'entendez ou vous me voyez. Ok, ça y est. Je vois Théo. Ça y est. On était un groupe de 4 personnes. Alors voilà, nous, on a commencé par faire une analyse de la demande de la personne. Enfin, d'abord, on va dire de son parcours, rapidement, ce qu'on a pu identifier. Donc, c'était un homme de 45 ans, bénéficiaire des APL. Il avait, je ne sais plus ce que j'ai noté comme information personnelle sur ses enfants, mais il parlait d'un manque d'autonomie, de difficultés d'écriture, de lecture et de sa volonté de mener un projet d'auto-entrepreneur dans les espaces verts. À partir de là, pour nous, l'idée, ça aurait été de poser un diagnostic partagé avec cette personne sur ses difficultés personnelles, ses besoins, ses envies. Il en est ressorti, d'après les informations qu'on avait, donc, un besoin de travailler sur son autonomie, déjà financière, parce que le monsieur est en fin de droit.
qui bénéficie uniquement des APL et donc ça peut le limiter dans sa capacité à reprendre des démarches. Et aussi au niveau de l'écriture et de la lecture, parce que ça a été demandé spécifiquement par lui. Et à partir de là, ça a été très rapide, mais on a commencé à envisager des pistes de soutien qu'on pourrait lui proposer, d'accompagnement. Pour ce qui est de la partie financière, il y a différentes aides qui sont possibles. Il peut travailler avec Pôle emploi pour une éventuelle prolongation de ces aides. On a aussi identifié la RCE et le BGE, qui sont des organismes et des types d'aides financières qui peuvent le soutenir. Et Orthodidacte, qui est un outil proposé par Pôle emploi et qui permet une remise à niveau en termes de lecture, d'écriture, qui pourrait lui permettre de se remettre à niveau sur ces questions-là pour pouvoir éventuellement se lancer dans son projet d'auto-entrepreneur. Alors, j'ai été un petit peu vite et j'ai sans doute oublié des petites choses, mais c'est les premières pistes qu'on a commencé à faire ressortir, tous les 4. Ok, d'accord, j'ai noté. Vous êtes dans quelle région? Personnellement? Oui, enfin, oui, par rapport à la structure que vous représenteriez On n'a qu'à dire en Loire-Atlantique, près de Nantes. D'accord. Je veux bien prendre la suite si vous voulez. Oui, oui. Oui. Diego Koskundogan, enchanté. Moi, je suis chargé de relations entreprises et CIP dans un ESAT, donc public handicap. Voilà. Oui. Donc, avec notre groupe, on a donc un peu discuté du profil que vous proposez, que vous nous avez proposé, et on a identifié quelques pistes, et on a notamment établi trois points sur lesquels il faudrait travailler, dont le troisième qui est plutôt un point qui peut travailler en continu les 2 autres. Dans un premier temps, on aurait proposé à ce monsieur déjà de faire un positionnement en français et en maths et sur les outils numériques afin de savoir qu'est-ce qu'il entend par difficulté et qu'est-ce qu'il entend par à l'aise avec les chiffres pour savoir, pour déterminer vraiment quel niveau il a, quel profil il a sur ces questions-là. Et le mettre également en lien avec des structures sociales pour qu'il puisse travailler sur ces aides, voir lesquelles sont prolongeables, auxquelles il peut postuler en plus. Voilà. Donc, le diriger vers des structures sociales dans sa localité, quoi. Et du coup, par la suite, dès qu'on aura ce positionnement, c'est faire un bilan de compétences avec lui pour voir quelles compétences on peut mobiliser dans le cadre de son expérience dans les espaces verts, parce qu'il y a forcément des compétences transversales qu'on va pouvoir récupérer pour lui proposer, si jamais les nouvelles aides auxquelles il peut avoir droit sont trop réduites, un job alimentaire à trouver dans le cadre pour pouvoir continuer à vivre décemment et à travailler sur justement son troisième projet qui serait là en fond et qui ne serait pas réalisable immédiatement, son projet d'auto-entreprise pour lequel on pourrait le diriger vers des structures qui sont à même de l'accompagner sur ces questions-là. Moi, j'avais notamment pensé en termes d'idées à une structure que j'ai moi-même expérimentée, l'ADI, qui est une structure qui, sur une semaine, en fait, vous propose une formation entre guillemets, hein, mais c'est une semaine complète où en fait, il vous amène vraiment à réfléchir concrètement sur votre projet, sur qu'est-ce que vous voulez vendre, qu'est-ce que vous voulez faire, comment mettre en place tout un plan, voilà, tout un business plan, c'est ce qu'ils appellent un business plan, pour derrière le proposer à un conglomérat d'auto-entrepreneurs à la retraite. Vous venez, vous avez un oral de 20 minutes où vous proposez votre business plan et derrière, vous avez des personnes à la retraite qui vous donnent leur ressenti et leurs conseils. Donc ça, c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps parce qu'on ne nous dit pas dans quel domaine il veut faire son auto-entreprise. Donc on se disait que c'était un projet sur lequel il pouvait travailler en fond, mais que l'urgence était de faire son bilan de compétences, de savoir ce qu'il entendait par j'ai des difficultés à l'écrit et ce qu'il entendait par je suis à l'aise avec les chiffres, pour voir sur quoi est-ce qu'on pouvait le diriger et plutôt lui trouver dans un premier temps plutôt un job alimentaire de secours qui lui permettrait d'être plus à l'aise pour travailler sur son projet plus à long terme, qui est son projet d'auto-entreprise. Donc, voilà ce qu'on aurait proposé. Ok, très bien. Très, très bien. Moi, je vais prendre la parole, si vous voulez bien. Donc, nous, on a réfléchi autrement, en fait, par rapport à mes 2 collègues. Voilà. Donc, on s'est dit que pourquoi pas le diriger vers une structure de l'insertion par l'activité économique, ce monsieur, puisqu'il a besoin de se garantir un salaire. Et donc, il y a des chantiers d'insertion qui sont bien adaptés puisqu'il y a des chantiers espaces verts ou maraîchage qui peuvent correspondre à ces compétences. Donc, on s'est dit pourquoi pas le faire intégrer une SIA pour ensuite le diriger vers un CLEA.
Cléa, ok. D'accord. Avant, on fait des tests de positionnement et on dirige vers un CLIA. Comme ça, on se rend compte des compétences qu'il a exactement dans les 7 domaines. On se rend compte de ce qui va ou ce qui ne va pas. Et là, on le fait travailler un petit peu en remise à niveau. Donc, on se dit il faudra quand même au moins 6 à 12 mois pour que tout ça puisse vraiment se pérenniser. Et ensuite, pendant le temps où il est sur le chantier, le faire aller en PMSMP, puisque toutes les structures d'insertion le permettent, Pôle emploi aussi et tout ça. Et donc, une PMSMP au niveau des espaces verts pour justement qu'il voit si ça confirme bien son projet professionnel et travailler sur justement sur une structure qui pourrait l'accompagner au niveau de l'auto-entreprise, sans forcément lui demander un numéro de SIRET définitif, puisqu'apparemment, là, j'ai mes collègues là, qui étaient en ligne, qui nous ont dit qu'il existait un dispositif qui s'appelait les couveuses et qui prêtait un numéro de SIRET, en fait, pour justement voir si la personne, elle peut se lancer toute seule. Et donc, cette structure-là, elle permet de travailler sur la comptabilité, la communication, le bouche à oreille et le partenariat, et ça a l'air d'être super intéressant. Nous, sur notre région à nous, on a des structures comme All Inclusive qui aussi aident à l'accompagnement on a réfléchi comme ça. Voilà. Ok, intéressant. Et vous êtes dans quelle région? Sur Rouen, Normandie. Ok. Bonjour, moi je veux bien prendre la parole du coup à mon tour. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Séverine, assistante administrative en reconversion CIP. Donc, je travaille sur les chantiers d'insertion en tant qu'assistante administrative. Et là, donc, avec notre petit groupe, donc, ce qui était composé de Sandra et de 2 Sophie, nous souhaitions proposer à ce monsieur, effectivement, pareil qu'Aline et son groupe, on l'aurait orienté sur une ACI, en fait, atelier de chantier d'insertion, espace vert, du coup, pour lui permettre de continuer de travailler sur ce qu'il aime, tout en travaillant à la levée de ses freins. Puisque sur une ACI, on travaille en collaboration effectivement avec une CIP qui va pouvoir mettre en place des ateliers tels que la confiance en soi, la prise de parole, puisqu'il avait, ça constitue un frein pour lui. Et puis, on peut s'orienter petit à petit sur des ateliers de type gérer un budget, par exemple, faire intervenir, par exemple, le pôle emploi qui pourrait animer un atelier sur l'auto-entreprise, justement. Mais également on pourrait l'orienter vers d'autres organismes pour le conseil en auto-entreprise. On pourra soulever avec lui la question de la mobilité parce qu'il est motorisé, mais ça ne veut pas dire qu'il a le permis B. Or, quand il aura besoin de créer son auto-entreprise, il aura besoin de se déplacer sûrement avec une camionnette, avec du matériel, espace vert. Donc ça, c'est important de vérifier avec lui s'il a le permis B et soulever cette question-là avec lui. Et également soulever la question des fins de droit, puisque avec son nouveau statut de salarié en insertion, il pourra prétendre à des renouvellements de droits. Donc voilà. C'est ce qu'on s'est dit toutes les 4. Et vous êtes dans quelle zone? Excusez-moi. Vous êtes dans quel secteur? Je suis dans les Alpes-Maritimes, à Cannes. Ok. C'est bien, encore une autre façon de voir. Parfait. On voit qu'il y a plein de possibilités. Je voudrais bien rebondir sur ce que dit Séverine, si c'est possible. Oui. Parce qu'on est dans la même formation. Donc, moi, je viens de l'Hérault, je suis un bébé CIP, je viens de commencer ma formation. Donc, concernant le manque d'autonomie pour ce monsieur X, on peut le diriger aussi vers une assistance sociale. Et il ne faut pas oublier qu'il cite qu'il a 9 ans d'expérience. Donc, on peut très bien le diriger aussi sur de l'intérim. Oui. Il peut bosser en intérim. Vous pensez en ETTI? Comment? En entreprise d'intérim, mais d'insertion? Pas forcément d'insertion. Il peut très bien s'inscrire en boîte d'intérim pour faire quelques... Pourquoi le mettre en insertion dans les espaces verts? Attention, ce n'est que mon point de vue. Pourquoi le mettre en insertion dans les espaces verts vu qu'il a 9 ans d'expérience? Il a des freins
mais pas dans son activité professionnelle vraiment sur le terrain. Donc, pourquoi ne pas l'amener, le diriger vers de l'intérim? Alors moi, c'était pas parce que j'estimais que ça constituait un frein, bien au contraire, parce qu'il a 9 ans d'expérience. C'était parce qu'il aime ça, en fait. Il aime ce qu'il fait. Donc, du coup, ça permettait et de le maintenir dans son activité, tout en travaillant à la levée des freins annexes, quoi. Okay. Je ne le voyais pas comme un frein, mais justement comme une façon de le maintenir dans ce qu'il aimait. Ok. Alors, donc moi, je vais prendre la parole. Oui. C'est qui? Allez-y. Donc, je m'appelle Alena et je pense que moi et notre petit groupe composé donc de Laetitia et de Priscilla et de Nathalie va se rejoindre à tout ce qui a été dit tout à l'heure. Nous, ce qu'on peut rajouter, on a pensé qu'à 45 ans, ça serait bien si ce monsieur faisait un bilan de compétences, pas forcément dans un sens classique, mais moi, j'ai participé au dispositif du Pôle emploi Actif Projet que je trouvais d'une grande utilité. Établir aussi avec lui un bilan professionnel et personnel, lister ses compétences transversales et transverses, et également faire le tour de ses centres d'intérêt, de ses hobbies, pour cerner un peu plus, un peu mieux cette personne. Après, donc, je suis tout à fait d'accord qu'il aura besoin d'une formation en français, donc évaluer le niveau, et vu qu'il est en fin de droit et qu'il est locataire, bénéficiaire d'APL, qu'il a divorcé, un enfant de 22 ans qui peut-être n'a pas fini ses études supérieures. Donc, ce monsieur, c'est vrai qu'il a besoin d'une sécurité financière, et je pense qu'il a besoin de passer assez vite à l'action. Après, donc, il avait des problèmes d'autonomie, ce qui était déjà mentionné, et aussi en matière des démarches administrative, donc le diriger vers sa conseillère Pôle emploi, l'alerter aussi que ses droits arrivent, il est en fin de droit, et également informé de son projet. Lui envoyer donc créer une espèce de boîte d'outils où il peut trouver toutes les informations nécessaires. Là, je pense encore au Pôle emploi, le site que je trouve très bien fait, et il pourrait aussi, je pense, participer à Active Projet et à un autre atelier que le Pôle emploi a créé. Je crois que ça a été mentionné déjà, donc les ateliers et la méthodologie, enfin comment devenir l'auto-entrepreneur. La participation à l'Active Projet lui aurait permis de conforter son choix professionnel, parce que un entrepreneur, c'est vraiment un statut, c'est pas comme un salarié, donc qu'il soit bien, comment dirais-je, à l'aise de cette idée. Après, l'informer également, s'il a des aides éventuellement, s'il est éligible aux aides financières supplémentaires. Après, donc, lui parler aussi du financement, je pense qu'il aura besoin peut-être d'une formation, même malgré ses 9 ans d'expérience en entretien des espaces verts. Ça dépend aussi quel poste il occupait, etc. Parce que là, il souhaite devenir vraiment le chef de sa micro-entreprise, d'après ce que j'ai compris. Donc, il faudrait une formation dans ce sens-là, je pense, nous pensons. Et donc, après, comme il n'a pas encore une fois, suite à la vidéo, donc il n'a pas forcément de l'argent qu'il a mis de côté, donc lui parler du financement, comment il peut financer cette formation. Donc, on a pensé au CPF, à l'AIF aussi. Après, en fonction des régions, moi je parle
pour ma part donc, de l'Île-de-France. Ça peut être aussi financé donc, par le conseil départemental ou par le conseil régional d'Île-de-France. Et également, vu que monsieur il a problème d'autonomie, peut-être à mettre en place, au lieu de 3 entretiens, on va dire, classiques dans l'accompagnement des personnes, des mises à point comme ça, ponctuelles d'un quart d'heure par téléphone, éventuellement, pour voir où il en est, est-ce qu'il s'en sort ou pas. Oh, voilà. Donc, Priscilla, Laetitia, Nathalie, n'hésitez pas à ajouter si j'ai oublié quelque chose. Non. Dans les grandes lignes, c'était ça, oui. Merci. Merci pour votre attention. Merci. Oui, dans Merci, les Elina. je suis d'accord avec toi, t'inquiète pas, merci Irina. J'aurais juste rajouté, moi, effectivement, qu'on partait du principe que s'il veut se former en auto-entreprise, faut valider avec lui s'il a déjà eu des CACES lors de son parcours professionnel. S'il ne les a pas, voir pour lui en faire passer. Effectivement, s'il a son permis B, ce serait intéressant d'avoir le EB parce qu'il va falloir qu'il transporte son matériel agricole. Donc, un permis B avec une remorque ne suffira pas. Il faudra le EB en plus. Et sinon, après, on a fait le tour. Ouais. Merci Priscilla. Merci, Merci à toi, Irina. Merci. Alors, donc, Corinne, je voudrais prendre la parole. Allez-y. Alors, donc, moi, c'est Corinne. Nous étions 3. Voilà, bonjour. Donc, nous étions 3, futurs CIP, on espère, toutes nouvelles de la profession. Donc, pour nous, dans un premier temps, c'était vraiment de voir avec le monsieur ces difficultés dont il nous a parlé. Donc, voir s'il fallait une remise à niveau dans un premier temps, au niveau français, maths, tout ça, parce que bon, c'est quand même une micro-entreprise qui veut commencer. Ensuite, c'est vrai qu'il a 9 ans d'expérience et il arrive en fin de droit. Donc, on a vu qu'il avait un enfant de 22 ans à sa charge. Donc, c'était pour savoir si éventuellement, dans un premier temps, s'il a des problèmes financiers, cet enfant-là pourrait éventuellement l'aider dans un premier temps. Ensuite, le faire accompagner justement une fois que tout était OK pour mettre en place son auto-entrepreneur dans l'espace vert. Voilà, donc si les 2 autres Laetitia avaient des choses à rajouter. Oui. Laetitia Fontaine. Oui, voilà, je voulais préciser en fait que nous, on est parti du principe qu'on était encore en premier entretien avec la personne qui venait de nous livrer toutes ces informations un peu pêle-mêle et que justement, il fallait qu'on continue cette connaissance de Monsieur X. Donc, c'est pour ça, ma collègue parle d'avoir un enfant en charge, on ne sait pas, mais voilà, savoir s'il est au domicile de monsieur et s'il a un travail par rapport au fait qu'il soit en fin de droit, s'il y a quand même une aide à l'alimentaire ou qu'il puisse y avoir un soutien financier et même moral, parce qu'on ne fait pas forcément face aux problèmes seul ou avec du monde. Et puis, moi, je serais restée sur une question plus ouverte au niveau de la remise à niveau et de la création en auto-entrepreneur, c'est-à-dire de lui demander à lui les besoins qu'il estime avoir, avant de lui sommer déjà une solution tout de suite, voir comment il se positionne, s'il a déjà fait des recherches, même s'il est en manque d'autonomie, quand on a la motivation en général, on arrive à mettre des outils en place. Et puis, prendre aussi renseignement sur les fins de droit, mais la date, et à savoir quel droit, parce qu'on ne sait pas si c'est des droits à Pôle emploi, si c'est du RSA, ce qui va faire qu'on n'aura pas non plus la même demande d'aide. Et suivant l'accompagnement qu'on doit faire, si c'est sur du plus ou moins long terme, voir aussi, pareil, le véhicule, dans l'idée
ou si son projet d'auto-entrepreneur aboutit, voilà, savoir s'il y a un investissement matériel supplémentaire à prévoir ou pas. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour pour nous. Merci beaucoup. C'est possible, je veux bien prendre la parole de mon côté. Oui. Alors, je suis Maurane. Alors, nous étions sur un groupe de 4 jeunes CIP. Maurane, je pense que votre caméra est coupée. Oui, effectivement, je suis franche, je ne souhaite pas la mettre en place. Ok, d'accord, pas de problème, pas de souci. Voilà. Donc, nous sommes 4 futurs CIP. Voilà. Donc, certains qui viennent de commencer. Voilà. Donc, je ne vais pas me répéter sur ce qu'ont dit mes futurs collègues. Nous, on a juste rajouté donc, des rendez-vous réguliers avec le bénéficiaire. Proposer également un emploi à court terme pour sécuriser sa situation, donc un emploi alimentaire, pour pouvoir travailler par la suite sur son projet d'auto-entrepreneur. On a également eu l'idée de lui proposer un accompagnement avec Active Emploi, avec Pôle emploi qui propose CV, lettre de motivation, recherche d'un emploi. Et par la suite, un accompagnement avec une CCI pour le projet d'auto-entrepreneur. D'accord. Voilà, de notre côté. Ok. Est-ce qu'il reste d'autres groupes? Bonjour, nous. Pardon. Ça y est, je vois. Il y en a 2 encore. Allez-y. Oui, bonjour. Bon, bah, du coup, il y en a 3. Alors, attendez, moi, je n'ai pas bon. les prénoms. Alors, on va commencer par Véronica. On va commencer par Véronica et puis après, on fera Luce et Edison. C'est possible? Oui. Super. Alors, Véronica, la parole est à toi. Il y a un groupe encore. Ah, et Maxime, pas de problème. Oui, et nous aussi, mais... Ok, pas de souci. Ok. Vous êtes nombreux, donc ce n'est pas évident pour moi de voir tout le monde en plus. Donc, mais tout le monde va donner son point de vue parce que c'est important. On voit qu'il y a quand même des petites nuances et c'est intéressant de les souligner. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, nous étions dans un groupe de 3 avec Virginie et Virginie. Et donc, dans un premier temps, on avait envisagé la possibilité de prendre un peu plus d'informations sur ses vrais besoins, surtout financiers. Et en prenant en compte que ces droits, on avait estimé que c'était des droits à Pôle emploi qui arrivent à échéance. Et du coup, aussi, savoir un peu plus sur la situation de son fils, parce que même s'il a 22 ans, on ne savait pas s'il était à charge ou pas. Et aussi, s'il faisait partie d'un dispositif. Et donc, oui, sa situation un peu plus personnelle de ces côtés-là. Et comme il avait exprimé ses difficultés en lecture et écriture, on avait pensé à une remise à niveau et en prenant en compte aussi les territoires, peut-être l'école de la seconde chance. Et, mais en fait, on s'est rendu compte que s'il a un besoin de retourner au travail un peu tout de suite, avant la fin de ces 3, lui proposer d'intégrer une structure d'insertion et un chantier d'insertion vu qu'elle a 9 ans d'expérience. Et chercher un travail et travailler en même temps sur son projet de création d'entreprise. Et pourquoi pas demander de l'aide à Pôle emploi et intégrer un dispositif ou participer à un atelier pour avoir un peu plus d'informations sur la procédure pour devenir auto-entrepreneur. Et je pense qu'on a fait le tour. Pour mes collègues, si elles ont quelque chose à ajouter. Oui. Merci Véronica. Merci. Oui, en effet, ouais, concernant l'école de la seconde chance, on en avait parlé, mais c'est vrai, il est trop vieux. Il ne peut pas, ce monsieur. C'est bien. Ouais. C'est bon, l'idée était là. Et par contre, on se posait la question, donc ce monsieur, il a quand même passé un CAP.
et il dit avoir des difficultés du coup en français et en lecture. Et du coup, on se demandait est-ce que ce monsieur est dyslexique ou pas, de quelles sont ses difficultés en fait effectivement évaluées pour après adapter l'accompagnement en fonction de ses réels besoins, parce qu'il a peut-être une problématique que lui-même n'a pas connaissance en fait. Donc ça peut changer après tout le suivi et toute la mise en place du coup entre autres de son projet. Voilà, c'est tout. Merci. Ok, parfait. À nous? Alors, à vous. Allez, c'est parti. Donc, alors, je pense qu'on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus global, en fait, où on s'établit un peu un plan d'action en partant du principe qu'on va d'abord mettre en place un entretien de diagnostic parce qu'il y a des zones d'ombre. Notamment sur ce qu'il a pu nous dire, alors la question de motoriser, est-ce que c'est le permis B, est-ce que c'est un 2 roues, etc. Par rapport à ces problématiques, notamment sur tout ce qui est lecture-écriture, donc peut-être identifier à quel niveau sont ces problématiques. Donc c'est voilà, apporter d'abord un complément d'information par rapport à sa situation personnelle, et ensuite en fonction de ça, mettre en place des actions pour lever les freins. Donc, s'il y a besoin notamment de mobilité géographique, travailler sur les savoirs de base, etc. Donc, ça, c'est les premières choses. On est ensuite parti du principe que ce monsieur est acteur de son projet, que sa volonté aujourd'hui, c'est de devenir auto-entrepreneur. Donc, ce que nous, en tant que CIP, ce qu'on se doit, c'est d'apporter, en tout cas de l'accompagner vers ses réponses. Donc, dans un premier temps, c'est évidemment évaluer la faisabilité du projet. Donc, ils prennent connaissance par les partenaires, la Chambre des métiers, le Pôle emploi qui peut l'accompagner sur la création d'entreprise. À savoir qu'on se questionne quand même sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces temps de chômage, parce qu'en effet, il est en fin de droit, mais il y a dû y avoir des actions qui ont été menées, lesquelles, et le but, ce n'est pas d'être redondant par rapport à tout ça. Donc, voir où en est ce projet et qu'est-ce qu'il attend arrivé en fin de droit. Est-ce que c'est une solution d'urgence? Pourquoi il souhaite ce projet, en tout cas? Et alors, en parallèle, on a aussi pris en compte cette urgence financière, entre guillemets. Donc, évidemment, une orientation vers une assistante sociale, si ce n'est pas déjà le cas. Et pourquoi pas lui faire découvrir. Alors, on a pensé aussi aux ETTI et éventuellement à des associations intermédiaires pour qu'ils voient un petit peu ce statut en termes d'autonomie au travail ou chèque emploi-service pour qu'ils découvrent, se rapprocher au plus de sa volonté d'auto-entrepreneur et qu'il crée du réseau et qu'il le découvre dans d'autres situations sur un autre statut qu'aujourd'hui auto-entrepreneur, le temps que les choses se mettent en place. Voilà, globalement, ce qu'on a pu échanger avec le groupe. Ok, parfait. Parfait. Je peux enchaîner. Allez-y. Donc, nous étions un groupe de 3. Il y a l'ensemble de nos préconisations ont été dites, mais nous avons accès en fait à l'accompagnement de Monsieur X dans le cadre d'une mise à niveau, notamment une proposition après effectivement des tests de positionnement, mais un parcours peut-être Cléa pour répondre à deux choses. À la première, de mettre sur Cléa, ça peut débloquer des financements, notamment Pôle emploi ou d'autres dispositifs sur lesquels il n'a peut-être pas bénéficié et auxquels il aurait droit. Donc, cela répond immédiatement finalement à ces difficultés de fin de droit. Et en même temps, je pense que quel que soit son ressenti et avec son approbation, travailler sur son niveau de lecture et d'écriture, c'est aussi travailler sur sa confiance en soi. Et si l'on ressent le besoin, c'est toujours bien, en tout cas, d'être dans cette proposition, à lui, par la suite, d'accepter ou de valider ou pas. Et ensuite, par rapport à son projet, être vraiment dans une démarche d'accompagnement au projet. Et on n'est pas parti du principe qu'il voudrait forcément se reconvertir dans les espaces verts ou autres. On est parti du principe qu'il voulait devenir auto-entrepreneur et peut-être laisser la place à une reconversion et peut-être effectivement l'envoyer justement en autonomie auprès des acteurs comme la CCI ou la Chambre des métiers et d'élargir un petit peu le réseau
et avoir aussi des rendez-vous réguliers qu'on aurait mis, d'accompagnement régulier, qu'on aurait mis à 15 jours pour éviter justement le décrochage au projet. Et finalement, cette volonté à vouloir être cadré, peut-être parce que ça fait longtemps qu'il est finalement en insertion et en recherche de solutions. Voilà, donc un mélange de solutions déjà proposées. D'accord, parfait. Parfait. Merci. Alors, je veux bien prendre la suite si c'est possible. Justine, oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous étions un groupe de 4. On a eu la chance d'avoir une de mes camarades de formation est plutôt professionnelle. Ce qui en est ressorti, c'est qu'on a d'abord noté l'importance de lui faire prendre conscience de l'ampleur de son projet en lui demandant quelles étaient ses ressources et ses freins. Puisqu'effectivement, on a noté donc, une difficulté dans l'autonomie de la gestion administrative, mais donc également des difficultés à l'écriture et à la lecture. Nous avons donc pensé au dispositif Cléa pour se remettre à niveau, puisqu'on estimait que sur la posture d'un auto-entrepreneur, c'était important. Nous avons noté sur ce point qu'il pourrait par la suite déléguer à d'autres structures ses tâches administratives, mais qu'il était quand même important de posséder ça dans ses compétences et dans ses savoir-faire. Nous avons ensuite émis la possibilité de lui faire faire des enquêtes métiers pour être sûr de son projet d'auto-entrepreneuriat, donc avec une période de mise en situation au milieu professionnel, de se diriger peut-être vers la chambre des métiers et de participer à leurs ateliers pour également prendre conscience de tout ce que cela implique. Nous avons aussi noté l'importance de travailler sur tout ce qui est financement par rapport à sa situation personnelle et financière, de voir comment il peut combiner sa situation personnelle finalement avec son projet professionnel. On s'était dit qu'il existait peut-être des solutions, alors avec le RSA qui pourrait éventuellement mettre en place des choses pour les personnes qui souhaitent devenir auto-entrepreneurs. Peut-être le Pôle emploi pourrait apporter un soutien à ce niveau. Enfin voilà, on se posait aussi la question de savoir quelle structure pouvait aider et soutenir les personnes qui sont en fin de droit mais qui désirent basculer vers l'auto-entrepreneuriat. J'ai peut-être oublié des choses et dans ce cas, mes camarades pourront prendre la parole. Il y a eu certainement beaucoup de redites, mais voilà ce qui en est sorti de notre conversation de 20 minutes. Merci à tous. Okay. Merci. Bonjour, je veux bien du coup y aller. Donc nous étions 4 également. Alors, je vais faire assez rapide parce que l'idée, c'est peut-être pas de se redire, mais nous aussi, l'idée, c'était de lever toutes les zones d'ombre, en fait, pour savoir, voilà, est-ce que la formation français écrit, est-ce qu'il y a vraiment besoin? Voilà, toutes ces choses-là, sachant qu'il est en fin de droit, donc il n'aura pas forcément le temps d'aller de toute façon dans des formations intensives, donc ce sera des choses plutôt à mettre au long cours, en fait, je pense, à côté d'une reprise de salariat éventuellement. Lever les freins sur justement pourquoi il arrive en fin de droit. Est-ce qu'il n'y a pas de travail dans les espaces verts? Est-ce qu'il faut faire une technique de retour à l'emploi pour l'aider? Est-ce qu'il a un CV? Est-ce que voilà, pourquoi il arrive en fin de droit? Et on s'est pas mal attaché à surtout redéfinir aussi son projet espace vert, parce que voilà, auto-entrepreneur espace vert, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que c'est paysagiste? Est-ce que c'est espace vert? C'est quoi la cible? Lui poser les questions et l'inciter en fait à faire assez rapidement une enquête métier auprès d'indépendants pour qu'ils se rendent compte de la réalité du quotidien d'un indépendant, avec les obligations légales, tous les investissements qu'il faut, les assurances, la mutuelle, en fait pour qu'ils se rendent compte de est-ce qu'il est capable de gérer aussi tout ça, aussi bien au niveau financier qu'au niveau administratif, tout ça pour aussi voir derrière ses besoins, si c'est toujours une envie d'aller là-dedans.
et surtout aussi s'ouvrir à d'autres statuts que l'auto-entreprise, qui, même si elle est très facile à faire, n'est pas une fin en soi. Pour des achats de matériaux, vu l'investissement qu'il y a au départ, ce n'est pas du tout forcément un statut qui est le bon. Il y a le portage salarial, il y a plein de choses en fait qui peuvent l'aider, où il peut aussi avoir un accompagnement dans son projet. Voilà, c'était plus d'autres formations, évidemment, de gestion, création d'entreprise avec les CCI, tout ça. Mais en tout cas, je trouve que de l'auto-entreprise, il vient avec son idée. Il faut peut-être aussi rappeler que l'auto-entreprise a été faite pour à côté d'un salariat et que seul, ce n'est pas forcément évident dans la situation dont il est. De toute façon, ça paraît pas être le bon choix. Il reste maître de son projet, mais en tout cas, de bien mettre les alertes pour qu'il se renseigne plus largement sur tout ce qui existe. Voilà, c'était un petit peu ça, en gros. OK, parfait. Voilà. Parfait, merci. Je me permets de Maxime, prendre la je crois que suite, voilà, du coup. oui. Yes. Ça y est. Il n'y a pas de problème. Je rejoins un peu Flavie, du coup. Enfin, notre groupe rejoint un peu Flavie dans le sens où il y a ce côté création d'entreprise et statut d'auto-entrepreneur. Donc, c'est savoir est-ce qu'il sait aussi ce que ça incorpore. Et donc, on avait mis aussi des ateliers par rapport à ça. Il y a Pôle emploi sur m'imaginer créateur, pourquoi pas. C'est 2-3 jours pour ensuite, pourquoi pas, entamer une démarche si effectivement sur un actif créa, par exemple. On avait aussi levé, comme tout le monde, hein, par rapport à ce manque d'autonomie et puis par rapport à l'écriture, la lecture. Donc voilà, faire effectivement ces tests pour savoir où est-ce qu'il se situe, pour savoir où est-ce que sont aussi les besoins et puis réajuster les choses en fonction de ça. Et on avait l'aspect budget par rapport à ce qu'il a besoin, lui, pour vivre et assumer sa vie, pour voir aussi, savoir si est-ce qu'on est plus sur quelque chose d'intérim ou voir aussi ou alors plutôt côté intérimaire, enfin le TTI, du coup, voir un petit peu en fonction aussi du salaire demandé et souhaité. Et puis, on avait mis par rapport à un possible achat de matériel aussi, parce que ça incorpore aussi pas mal de matériel, donc avec des solutions qui pouvaient voir le jour avec l'ADI, mais aussi sur le rechargement des droits Pôle emploi, c'était, je l'ai dit tout à l'heure et là je ne l'ai plus, l'exonération des charges, l'ARS et l'ACRE. Donc, voir aussi ce budget, parce que générer un salaire de son activité dès le début, c'est compliqué. Donc, peut-être asseoir aussi son entreprise. Donc, voilà, ce sont des choses aussi comme ça qui pouvaient avoir le jour. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Si les personnes qui étaient avec moi dans le groupe ont d'autres choses à ajouter, mais je crois qu'on a à peu près fait le tour. Donc, voilà. Merci. Est-ce que tous les rapporteurs sont passés? Tout le monde a pu s'exprimer? Non, il reste notre groupe. Allez-y. Alors, on était un groupe de 3 avec Lucille et... Oui, Marianne. Avec Lucille et Marie, donc 3 futurs CIP. Bon, je vais aller assez vite parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Nous, on est parti sur deux points cruciaux pour nous. Donc, les difficultés avec l'écriture et la lecture et son souhait d'entrepreneuriat. Donc, on a pensé à une remise à niveau, notamment dans plusieurs départements. On a vu que le Greta faisait des remises à niveau en français, mais à visée professionnelle, donc pas forcément du côté scolaire, qui durent 2 mois. Donc, parce qu'on a vu qu'il était en fin de droit, mais on ne sait pas exactement ce que signifie en fin de droit, si c'était vraiment très pressé qu'il retrouve un emploi ou pas. Donc voilà, on a pensé à la remise à niveau avec le Greta et on a aussi pensé à un actif créa avec Pôle emploi ou avec la Chambre de commerce et d'industrie aussi de son territoire pour une création d'entreprise, de voir comment tout ça pouvait se goupiller. Donc voilà, nous, on est parti essentiellement sur ces 2 points. Parfait. Parfait. On voit que si M. X avait été accompagné par tous ces CIP, il aurait eu plein de réponses possibles, puisque vous avez quand même eu plein d'idées différentes les unes des autres. Alors, c'est vrai que l'ACRE, par exemple, pour revenir dessus, peut permettre de prolonger un peu les droits et d'avoir… Alors, il y a 2 systèmes, hein, mais bon, vous les connaissez. Donc, ou bien il récupère les fonds qui lui restent s'il est en ARE, enfin,
Ça dépend un petit peu de sa situation. Il y a pas, et on le voit bien, puisque vous avez tous proposé des situations, des réponses, en tout cas différentes. Il n'y a pas une bonne réponse. Il y a une multitude de bonnes réponses. En plus, effectivement, vous n'aviez pas la personne. Ah, il reste un groupe. Je vois qu'il reste un groupe. Qui est-ce? Je ne vois pas. Allez-y, allez-y, Non, je vous en tout prie. a été, Marjorie, vas-y, de toute allez-y. façon, tout a été dit, mais voilà, c'est juste pour faire part hein, de notre petit travail de groupe. Mais il Où, est essentiel. voilà, c'est ça. Comme vous dites, il n'y a pas de bonne réponse. Voilà. Donc nous, en fait, on était partis sur une orientation ACI chantier d'insertion pour répondre à sa demande en fait de reprendre un travail avec des allocations Pôle emploi là, qui arrivent à terme, quand c'est vrai qu'on ne sait pas. Et ça pouvait permettre, selon nous, en parallèle, eh bien, de reprendre, de pouvoir permettre un accompagnement à côté et de reprendre sur les difficultés en fait qu'il nomme, les difficultés au niveau où il dit qu'il est plus à l'aise avec le calcul et un peu plus compliqué au niveau de la langue. Et on pensait revoir avec lui en fait au niveau de si ce sont des difficultés réelles ou ce sont des difficultés perçues en fait. Donc si ce sont des difficultés réelles, ça a été dit aussi, hein, on pensait à prépa clé, prépa compétences, des petites formations comme ça. Et puis, au niveau de ce qui est perçu, travailler sur la visibilité de ses compétences, en fait. Et puis, par la suite, l'envoyer, par exemple, pour commencer, sur une réunion d'information de Pôle emploi sur l'auto-entrepreneuriat. Voilà. OK. J'ai oublié personne ce coup-ci, que je ne me lance pas dans une réponse commune si j'ai oublié qui que ce soit. Donc, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a… Bon, Monsieur X aurait de la chance, il y avait tous ces CIP autour de lui, mais ce n'est pas le cas. Alors, on voit que selon les régions, vous avez vous entrez plus dans une action que dans une autre. Il n'y a pas de bonne réponse. Il vous manquait aussi certains éléments. On sait que quand on est face, là, il fallait bien proposer un cas pour travailler et laisser assez libre pour pouvoir le faire. Donc, je pense qu'effectivement, d'entre toutes ces réponses, que ce soit l'ACRE, que ce soit… alors, alors, il y a eu l'ACRE, il y a eu l'histoire du permis de conduire différent qu'a proposé Priscilla. Effectivement, ça dépend où il va travailler. Parce que selon l'endroit où on travaille, si c'est dans les Alpes qui veut faire de l'espace vert, ou si c'est dans le Midi, ou si c'est en banlieue parisienne, ou dans la zone de l'Île-de-France, le matériel nécessaire ne va pas obligatoirement être le même, donc le permis ne va pas être le même. Donc, il nous manque des informations pour préciser et avancer plus en avant. Ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve quand même dans l'ensemble, pour tout le monde, une analyse de la demande, c'est-à-dire où vous allez chercher à préciser les besoins de la personne, les besoins réels, et à la suite de ça, vous allez mettre en place différentes actions qui vont, d'un côté, donner des réponses à ces problèmes au niveau du français. Vous avez trouvé, à vous, et heureusement, hein, parce que c'est quand même le but, il n'y a pas une réponse et une bonne, hein, je n'ai pas du tout cette prétention-là, et en plus, ça doit être adapté au contexte. Alors, j'ai juste été étonnée à un moment, et c'est Aline qui a dû dire ça. Vous parliez de 3 entretiens classiques. C'est vrai que ça dépend beaucoup des structures, puisque il y a des structures où il y a beaucoup plus d'entretiens que ça, d'autres beaucoup moins. Donc, ça va dépendre un petit peu de ce que vous faites et ce que vous menez. En tout cas, vous avez présenté un panel assez important en passant par le CLEA, les PMSMP, tout ce que vous avez proposé. Je trouve que c'est les actifs emploi, les actifs créa, toutes ces choses-là. Je pense que c'était assez enrichissant de voir les suggestions des uns et des autres. Alors, je vois que Sylvie… Oui, pardon, Madame Ancel, oui, tout à fait. Je crois que c'était moi qui en a parlé. Après, c'était aussi une expérience personnelle suite à la participation à l'actif projet. En effet, c'était en 3 entretiens donc, dans le cadre de mon accompagnement. Mais après, vous avez tout à fait raison que
il faut s'adapter à la personne et ça peut dépendre, oui, je pense aussi du type des structures voilà, où la personne s'adresse ou vers laquelle elle est orientée. Voilà. Ouais. C'est vrai que l'ADI, Merci. je vois, qu'il propose aussi des choses. Enfin, vous avez suggéré beaucoup de choses et c'est très, très intéressant et très enrichissant. Je crois qu'il y a un timing et Sylvie apparaît de nouveau, donc je pense qu'elle a des précisions. Puis je voudrais aussi répondre aux premières questions qui ont été posées. Oui, c'est ça. En fait, c'était juste pour te dire si tu peux répondre aux questions peut-être du début. D'accord, tout à fait. Donc, on m'a demandé si, en tant que CIP et service social, puisque c'était une personne qui est en tant que conseiller en insertion professionnelle dans un service social, évidemment qu'il y a du lien. Évidemment qu'une personne n'arrive pas en disant juste, j'ai juste un problème de travail, je cherche juste du travail. Un CIP va peut-être pas être nécessaire. On a tous été à un moment donné dans des périodes sans emploi, on a tous été plus ou moins inscrits longtemps à Pôle emploi, mais on avait des démarches où on était actifs, on n'avait pas besoin d'un accompagnement complet, on savait ce qu'on voulait faire. Certains prennent même, et il faut lire aussi Pôle emploi en se disant stop, je fais un break, j'en prends quelques mois tranquille, et puis après retournent travailler, ils n'ont pas besoin d'accompagnement. Mais donc évidemment que vous avez besoin de liens avec le social. Mais le cœur du métier de CIP, il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai que parfois les situations qui sont exposées, j'en discute souvent avec ceux qui sont en action ou même ceux qui passent l'examen, hein, où justement il faut bien faire la part des choses, des actions que le CIP peut mener et des actions que les partenaires peuvent mener. Et il faut savoir orienter sur ces partenaires. On n'est pas psychologue, on n'est pas addictologue, c'est pas notre métier, je veux dire. On a notre partenaire essentiel, ça va souvent être Pôle emploi, d'accord, quand on ne travaille pas à Pôle emploi, mais c'est souvent un partenaire incontournable. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas décréter de certaines choses. On n'a pas la main et ce n'est pas notre métier. Nous, on est vraiment là pour remobiliser, resocialiser par le travail, aider à se réinsérer par le travail. Après, on m'a demandé aussi l'intégration dans l'entreprise, c'est à l'entreprise de le mettre en place. Je suis entièrement d'accord. J'aimerais vivre dans le monde de oui-oui. Mais dans plein d'entreprises, il n'y a pas de service RH, il n'y a pas d'idée de ce qui va se passer. Et dans des petites entreprises, il y a une urgence du travail en retard. Et il y a aussi des choses qui arrivent régulièrement, c'est de dire, je te dépose ça, tu devrais faire ça. C'est parce que c'est le travail en retard de la personne qui est donné à l'autre. Et je pense que dans des petites structures, quand il y a 5, 6, jusqu'à moins de 10 personnes, il est essentiel de bien définir le rôle et d'aider la personne à s'intégrer. Surtout que les bénéficiaires qu'on a ne sont pas des gens qui ont l'habitude de changer d'emploi, qui ont été dans plein d'entreprises, etc. C'est des gens qui ont des difficultés pour revenir en emploi pour 1001 raisons qui leur sont propres. Mais c'est là où cette aide à l'insertion, bien sûr que ça devrait être fait par l'entreprise, mais c'est rarement le cas, très rarement. Et au moins le suggérer au responsable de l'entreprise en lui précisant les différentes choses à mettre en place. Parce que simplement, il peut ne pas y avoir pensé. Parce que vous pouvez dire, bah, tiens, j'ai oublié de lui donner un badge pour qu'il puisse se garer, du coup, il va être stationné. Ça peut être par des petites actions. Et ça, c'est aider à l'intégration. Après, on m'a demandé l'interculturalité dont je parle. Effectivement, alors moi, je vis à La Réunion et je travaille avec des publics à La Réunion. L'interculturalité, j'ai une petite idée de ce que c'est réellement, puisqu'on travaille avec différentes religions. On travaille avec des personnes qui viennent de Mayotte, etc. Et oui, c'est pour ça que moi, je ne suis pas couverte avec un pull. J'ai même mis la clim, mais il fait chaud. Nous, on rentre dans l'été. Vous en sortez. Vous avez eu un bel été. Donc, après tout, c'est chacun son tour. Parce que ce n'est pas que les cocotiers à La Réunion, loin de là. Et on a effectivement des personnes où, si on ne parle pas créole, par exemple, ça ne va pas être possible parce qu'ils ont de grosses difficultés en français. Et on doit prendre en compte non seulement les conditions, la culture, mais vraiment au sens propre. C'est-à-dire que, par exemple, des Mahorais, quand ils serrent la main, alors je lève les mains, serrent la main de façon molle, comme ça, en détournant le regard. Et c'est une marque de respect pour la personne à qui ils s'adressent. Nous, on a plutôt l'intention de vraiment serrer les mains proprement dit et de regarder les gens. Donc, si on ne prend pas en compte leur
culture, et je parle bien de culture, c'est-à-dire que là, je ne parle même pas des problèmes de religion qu'il peut y avoir parfois, eh bien, c'est absolument impossible d'avancer et de cheminer avec eux. Et quand on dit prendre le bénéficiaire dans son intégralité sans porter de jugement, c'est aussi comprendre cette interculturalité. Voilà, ça, c'est les 3 questions qui m'ont été posées tout au début, sur lesquelles je voulais revenir parce que ça me semble important. Merci Catherine. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions peut-être? A priori, non. Tout le monde a faim. Alors à la réunion, vous avez peut-être déjà mangé. On a déjà mangé, un petit peu plus tard. C'est pire, c'est l'heure de la sieste, donc c'est encore plus courageux de votre part. En tous les cas, moi, je te remercie, Catherine, c'était très riche. Merci beaucoup. Merci à vous surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi, parce que c'est du temps de prix et c'est du travail, hein, préparer cette visio. Un grand merci à tout le monde et bravo pour cette participation active. Hein. Vous avez plus que joué de jeu. Merci beaucoup. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions a posteriori, à nous les poser par mail, hein, ou à Catherine ou à moi. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des retours sur cette visio et des retours sur le livre de Catherine pour ceux qui l'ont lu. Voilà, je pense que pour Catherine, c'est important hein, d'avoir des retours. Vous pouvez vous exprimer si vous en avez envie là, ou sinon, vous pouvez nous faire un petit mail. Et pour nous, c'est toujours important pour améliorer aussi la qualité des écrits, puis vous proposer des choses. Oui. Alors, voilà, je sais Vraiment, pas merci par avance parce que c'est important pour moi aussi de voir ce que vous avez comme ressenti si vous allez ou si vous avez lu le livre, ça me permet aussi, et surtout si vous avez des suggestions, parce qu'il n'y a pas il ne faut pas rester sur, c'est pas quelque chose de figé, votre métier évolue, c'est un métier qui évolue sans arrêt, donc ça doit évoluer et continuer, quoi. Alors, on nous demande si vous commandez un livre, quels sont les délais de réception? Si vous êtes en métropole, c'est 2 jours. Et si vous êtes à La Réunion, c'est une petite semaine à peu près. Et à La Réunion, je précise qu'on en a quelques-uns. Ah oui, il vaut mieux s'adresser à toi, exact. Oui, il vaut mieux directement passer par là, ça vous évitera de payer les frais de port. Ouais. Et puis d'attendre un petit peu plus longtemps quand même pour nous. On le sait que c'est beaucoup plus long. Donc surtout... n'hésitez pas, si vous êtes à La Réunion, à nous contacter, comme ça, parce que pour éviter c'est tellement long ici et les frais de port sont tellement chers que j'en ai pris quelques-uns pour pouvoir les vendre ici. Alors, au même tarif que Sylvie, évidemment, tout est codifié. Pas de souci là-dessus. Et puis, une dernière précision, comme vous êtes en plus beaucoup en formation, on fait régulièrement des visio-rencontres qui sont gratuites. Donc, si ça peut vous aider un peu dans votre parcours de formation, n'hésitez pas à aller sur notre site ou sur LinkedIn et puis vous pourrez vous inscrire gratuitement régulièrement comme ça. Okay. Un grand merci à tous. Et je vous souhaite plein de réussite. C'est un super métier. Vraiment, c'est un très beau métier. Je suis certaine que tout le monde peut y arriver et surtout avec pleine bienveillance et ça marche vraiment bien. C'est un très beau métier. Bravo à vous. Bravo. Merci. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.